Alors, le démon rassembleur, c'est le principe même du récit. Je pensais toujours, tout récit doit avoir une trame. Il faut que tous les éléments, que les personnages et les rapports, etc. On peut pas inventer des personnages qui n'ont pas de rapport avec les précédents. Enfin, on peut essayer, ça peut être intéressant d'ailleurs. Proust avait commencé par faire ça quand il a écrit Le Temps trouvé. Tout à coup, il arrivait, tout à fait au début, il arrivait des tas de personnages qui n'apparaissaient pas dans le roman. Donc, en outre, en ce qui me concerne, le démon rassembleur m'a été suggéré par le fait que j'avais écrit un certain nombre de nouvelles. Et que ces nouvelles, évidemment, n'avaient pas d'autre rapport les unes avec les autres que ma propre facétie qui pratiquement court à travers toutes, si vous voulez. C'était les titres. Il est beaucoup question de titres dans le démon rassembleur, et j'avais des titres, des idées comme ça, comme j'ai beaucoup travaillé pendant très longtemps sur, par exemple, le bureau des objets trouvés à l'Opéra Comique. C'est beaucoup plus grand que l'Opéra Comique. C'est vraiment la fonction principale, on pourrait dire. Alors il y a 40 étages en sous-sol, enfin c'est un monde, quoi, etc. Donc voilà, par exemple. Ou bien le chef d'orchestre Callipyge, ça m'a beaucoup amusé. Un chef d'orchestre, évidemment, qui montre son derrière habituellement. Donc voilà, un chef d'orchestre Callipyge. 33 projets de sieste. Un titre qui suggérait un mode de récit impossible, pratiquement, puisqu'il fallait que ce soit un projet de texte en même temps qu'un projet de sieste. Et voilà, etc. Et puis, ça fonctionnait plus ou moins bien, et j'en ai mis 3 ensemble. Et puis, je me suis rendu compte que ça prenait une étoffe, c'est toujours la même chose, c'est la lance de Télèphe, quoi. Enfin, puisque je travaille dans le temps. Voilà, alors, je me suis pas beaucoup... Il y a quelque chose qui n'est pas peut-être tout à fait au point, je ne devrais pas le dire, mais vous le couperez, probablement, c'est qu'on ne sait pas à quelle époque on est, parce que les dates, je suis un peu désinvolte, si vous voulez, à un certain point. Donc voilà, donc quel a été le démon rassembleur? Ça a été finalement l'invention d'un personnage, au fond, qui écrit, et qui est capitaine d'un navire qui s'appelle le Pyjama, et qui est lancé sur les mers pour une croisière dont on ne sait pas le terme, on ne connaît pas le terme, et qui voyage à cause d'un pyjama, c'est-à-dire que le patron, le multimillionnaire reclus qui possède le pyjama, c'est son second paquebot. Le premier, on lui a volé. Et j'explique les circonstances de ce vol très étrange, puisque c'est les choses qui disparaissaient les unes après les autres. Et lui s'appelait, ce premier navire avait le nom de sa femme, Adélaïde Belair, l'Adélaïde Belair. Et Adélaïde Belair, aujourd'hui, elle est dans une cabine du pyjama. Toutes les autres cabines sont à la disposition du pyjama, selon un principe de tirage au sort. Il y a 50 lingères qui renforcent l'équipage habituel du paquebot, et elles sont tirées au sort. Chaque soir, il y en a une qui est chargée du service du pyjama. Alors, il y a également, à partir de cela, j'ai imaginé, par exemple, qu'un conflit se dessine entre les nageurs pères, les nageuses lingères, les lingères pères et les lingères pères. Et puis, il y a cabine 12, celle de Madame Adélaïde, et puis la 21, où se trouvent les archives, l'archive pour l'histoire du bureau des objets trouvés à l'Opéra Comique. Voilà. Alors, en outre, il y a encore une autre nouvelle que j'ai intégrée à cet ensemble, et que c'est une nouvelle qui aurait pu être née le coup toute seule. C'est la première pluie dans la littérature française. Dans quel texte trouve-t-on la première pluie? C'est-à-dire pas une pluie miraculeuse, pas une pluie symbolique, une pluie qui mouille. Et voilà, donc il y a ce thème-là. Et il est beaucoup question de titre, et il y a une méditation, une réflexion sur le titre, je me souviens dans les années 68-70,
des gens de tel quel, ils faisaient la guerre au titre. C'était des archontes, et des archontes du texte. Alors je prends le contre-pied de cette chasse au titre. J'estime que j'aime pas du tout, par exemple, il y a des titres, on avait mis les initiales pour le démocratiser. On rêvait, d'ailleurs, j'ai vu récemment, j'ai retrouvé le nom d'un écrivain que vous connaissez certainement, et qui a déjà parlé de ça, lui aussi, il rêvait de livres acéphales, c'est des livres sans titre, etc. Alors moi, non, je pense que le texte procède du titre, mais encore dans des conditions très particulières. Donc c'est une espèce de petite... au fond, il y a beaucoup de moi là-dedans, je pense. Par exemple, l'impatience. Souvent, il met très longtemps, je n'ai pas pu écrire parce que j'allais trop vite. Et j'avais un titre, une idée comme ça, et puis alors, il ne faut pas aller trop vite, il faut en même temps agir immédiatement. Voilà, je pense que vous avez un petit pot pourri assez juste de ce que j'ai essayé de faire dans le démon rassembleur, qui pourrait s'appeler... donc j'ai un titre, ça s'appelle... Il y a divers sens de titres. Il y a des titres... comment est-ce qu'on dit des titres de la chose, il y a des titres qui sont des noms, il y a des titres qui, comme le démon rassembleur, qui sont des titres symboliques, il y a des titres candides, par exemple. J'ai beaucoup écrit sur le nom propre, j'ai fait des recherches sur le nom propre, c'est pas si loin. Le titre, le nom propre, c'est pas si loin. Gérard Genette appelait ça le paratexte. Moi j'ai dit non, pas du tout, c'est du texte. Et j'ai trouvé d'ailleurs une citation de Dany Laferrière qui dit dès qu'on a le titre, on a tout, mais il faut quand même écrire le livre, etc. Donc il y a toute une réflexion sur le titre que j'ai évidemment pas, puisque je fais tout un petit peu de manière désinvolte, il n'y a pas de recherche approfondie, mais on pourrait faire une belle recherche sur les investissements idéologiques du titre. Il s'appelle Eugène Bormann, oui, le capitaine. Comment c'est venu Bormann? Je ne sais plus. Mais ça s'est imposé assez rapidement. Il existait déjà avant la réunion, si vous voulez, de tous les textes. Eugène Bormann, ça me paraît incontournable. Oui. Capitaine Bormann. Oui, c'est le capitaine Bormann. Alors il y a toutes sortes d'autres histoires. Il y a par exemple... un commissaire de bord qui s'appelle Mulasson. Et lui, il a commencé à travailler dans une agence de détectives. Et on l'avait chargé, il y avait tout un petit théâtre. Cette maison avait l'habitude de louer les services de 2 pensionnaires de la Comédie Française, qui, en présence du stagiaire, qui faisait ainsi ses preuves, racontait que depuis 1912, on n'avait plus de nouvelles de leur neveu, qu'elles aimaient beaucoup, qui les aimait énormément, et qui certainement leur avait légué une grande partie de sa fortune. Et alors le nouveau venu, le stagiaire assistait à un entretien, n'est-ce pas? Et le patron, qui s'appelle Voitou, les Voitou, leur nom s'appelait VOITOU, et puis c'est le grand-père qui a ajouté le T. Et le patron et la patronne, qui aujourd'hui sont le frère et la sœur, Camille et je sais plus, Joseph Voitou, je sais plus, dit, et comment il s'appelait votre gendre? Et elle dit, c'est incroyable, j'ai un trou, vous vous rendez compte, moi, proustien, c'est le... Incroyable, ça. C'est le frère de Proust qui m'empêche de dire le nom de c'est Robert de Saint-Loup, un guermantes comme nous. Alors évidemment et puis le stagiaire ne tique pas, bon, il est viré immédiatement évidemment parce qu'il n'a pas, on lui offre les œuvres complètes de Proust, mais on lui dit mais si vous voulez il y a une place très intéressante, commissaire de bord sur le pyjama. Il dit écoutez quand même. Vous pouvez mettre à la porte, ne vous moquez pas de moi en plus. Non, c'est le nom du bateau, et vous verrez, c'est un travail très intéressant. Donc à un moment donné, il y a une tempête terrible pendant laquelle le capitaine
convoque les deux, parce qu'il y en a un autre qui est arrivé aussi. Il y a toute une histoire. Et on retrouve là aussi mon affaire des titres, puisque à Venise, où le pyjama fait escale, on suit en filature le capitaine Bormann qui se rend dans un magasin qui est un clandestin, dans le ghetto de Venise. On ne sait pas très bien pourquoi il a dû s'installer là et fonctionner clandestinement, mais c'est un négoce qui n'existe vraiment plus beaucoup aujourd'hui. Enfin non, je crois qu'il n'y en a plus aujourd'hui, mais qui autrefois, à Paris même, était un négoce bien connu. C'était un marchand, il y avait un marchand de titres. C'est-à-dire que les auteurs qui n'avaient plus d'inspiration venaient acheter un titre. Et là, donc, c'est les fameux, c'est ce qui reste du négoce qui était jadis près du pont Louis-Philippe. Et d'ailleurs, le vieillard, très noble vieillard qui tient ce négoce, une grande barbe, etc., donne à Bormann, dûment signé, un titre qui est la lettre au commandeur des mourants. Et alors ça, c'est déjà dans l'œuvre d'Eymer, à plusieurs reprises, j'avais imaginé ça, la lettre au commandeur des mourants. C'est la nouvelle, j'ai écrit la nouvelle la plus courte de la littérature française. Elle n'a qu'un mot, donc c'est la lettre au commandant des mourants, et le texte, c'est simplement « Excellence, virgule ». Voilà. La dernière partie, alors il y a aussi une question de comment finir, et j'ai imaginé, alors là on revient au théâtre, la dernière partie du texte, qui est toujours imaginée par Bormann, puisqu'il écrit, en somme, je crois qu'il faut comprendre que là, il écrit en fait une espèce de canevas théâtral. Et on voit ça représenté, il y a des tableaux, etc. On retrouve le Calup-Pige, d'autres personnages. Et il y a là, sur la scène, et vous voyez, j'ai oublié l'essentiel. Il y a deux personnages très très importants, évidemment, qui sont un petit dieu latin, qui s'appelle Crépitus, qui gardait les carrefours, dans la basse époque, je crois, et puis un petit troll. Les trolls sont grands, je sais, mais celui-là, il est petit. C'est un troll nain, et ces deux personnages commencent à exister par la supposition d'une jeune fille, une espèce de rêverie diurne, comme une jeune fille qui dit qu'est-ce qu'il y a dans les feuillages là, bizarres, ah c'est peut-être un petit dieu, etc. Et puis tout à coup ils existent. Et ils sont tombés amoureux évidemment de la jeune fille, qui elle est séquestrée par un sale monsieur qui s'appelle Béguet, qui était pâtissier autrefois. Enfin vous voyez, c'est cousu de fil blanc. Il y a un petit roman universitaire, vous avez raison, à ce moment-là. Alors nous sommes à Bordeaux, à la faculté des lettres Michel de Montaigne, et là il y en a un doyen, le doyen de la faculté des lettres, qui a institué une espèce de rite, et qui consiste en ceci que chaque année, au mois de juin, dans le verger qui dépend de la faculté des lettres, les étudiants arrivent, défilent dans les jardins avec une pancarte sur laquelle ils ont inscrit le titre de leur thèse, de leur mémoire, sur laquelle ils vont travailler. Alors le doyen observe ça de la fenêtre de son... Et il en choisit un, comme ça. Alors il y a toute une série, il y a... je sais pas, La femme chez Gide, il y a La bibliothèque est en feu dans l'œuvre de René Char, il y a une thèse exactement là-dessus d'ailleurs. Et puis il y en a une, il y a un monsieur, un jeune homme, qui est tout vêtu de feutre vert et qui lui tient fièrement, son sujet thèse, c'est ses premières pluies dans la littérature française. Et c'est évidemment lui que choisit le doyen Creux-Ferdier, qui trouve très intéressant ce sujet. Enfin, alors, l'histoire du feutre vert, je l'ai trouvée chez Novarina, cette histoire. Mais je me suis aperçu plus tard qu'il l'avait lui-même piqué à Michel Léris. L'histoire est la suivante. Ça se passe en Alsace,
Il y a donc là un jeune garçon qui fait tous les dimanches une partie de billard avec les copains, et puis un jour, il déchire le tapis de billard. Et son père, qui était habituellement plutôt généreux avec lui, l'oblige, il a évidemment payé le tapis de billard, et il l'oblige à porter, il a fait confectionner un vêtement dans ce drap c'est du velours, enfin le drap dont sont faits les tapis de billard. Moi j'ai vécu dans un café, mon enfance, le café du Nord, à Saint-Pierre, et il y avait 3 billards. Et il n'y avait plus personne, c'était pour nous les 3 billards. Il y avait un billard russe, un billard américain, un billard français. Mais à la grande époque, je me souviens dans mon enfance, ils jouaient au bouchon. Alors, vous savez, il y a une espèce de petit cochonnet au centre, puis on empile les sous, chacun mise, etc. Puis donc il faut le taper dedans pour avoir la mise. Alors, donc c'est ce qui se passe là au café du Lion d'Or. Et puis, donc, voilà, il est habillé de feutre vert. Je trouve ça absolument très drôle. Novarina en a fait des pages extraordinaires. Donc, j'ai repris ça. Et c'est lui donc, qui travaille sur la première pluie dans la littérature française. Et évidemment, Creferdier, alors ce qui l'intéresse d'abord, c'est que son ennemi mortel, il s'appelle Pupier, je crois, je pourrais me souvenir, j'ai déjà un peu oublié, mais non, il y en a beaucoup. Son ennemi mortel, le grand spécialiste du Moyen-Âge, n'a jamais parlé de la première pluie. Et Creferdier, voilà une manière de se venger de son collègue qu'il déteste. Mais il n'est pas convaincu par l'extrait de La Mort, le roi Arthur, qui est un des romans du cycle breton, anonyme, la fin du cycle, la fin de la matière de Bretagne. Il n'est pas convaincu parce que lui lit mais il lui dit, mais écoute, mais ce qui est formidable, c'est pas tellement l'état de votre recherche pour l'instant. C'est pas probablement la première pluie là. Mais c'est la question que vous posez. Vous allez continuer vos recherches et trouver la première. Pas la première pluie, monsieur le doyen. Première pluie. Etc. Voilà, puis il y a sans doute 1000 autres petites aventures que j'oublie, enfin, ou que je ne pourrais pas citer comme ça sans avoir besoin d'un temps beaucoup plus long que celui qui m'est imparti. C'est évidemment un livre de la mer, MER, évidemment. Et s'il y a un lien avec mon œuvre principale, qui est l'œuvre des mers, c'est le théâtre. Oui. Il est beaucoup question du théâtre. Et à un moment, dans toute la dernière partie, ça se termine, c'est une pièce de théâtre. Il y a les personnages du livre sont devenus spectateurs de la pièce que l'on joue, et laquelle est écrite par le narrateur, capitaine du navire, qui est donc à la fois narrateur, auteur, personnage, et qui crée ce monde, mais pas tout seul, parce que de temps en temps, lorsqu'il a oublié, par exemple, qu'il avait créé le petit troll et puis Crépitus, il fait un rêve, et puis il y a Crépitus qui dit « et nous ?» Et là, j'ai cite Mallarmé. « Aux nymphes, regonflons des souvenirs d'hiver. » J'ai transformé un petit peu la phrase, ça devient « regonfle tes souvenirs d'hiver, Bormann », c'est-à-dire tes souvenirs, aux nymphes, regonflons des souvenirs d'hiver. Remets de l'ordre dans ta gestation, dans ta paternité romanesque, parce dans son rêve, il est accusé d'avoir manqué au devoir de la paternité. Et comme il n'a pas d'enfant, il pense que c'est un cauchemar immédiatement. Et on a appris auparavant qu'il a un système dans ce moment. Dans ces cas-là, il se pince la cuisse, il se pince la fesse, la fesse droite pour se réveiller. Et il y a déjà eu toute une histoire. Il a été commis voyageur, bon. Donc oui, il y a du voyage. Il y a du voyage. D'ailleurs, on est à Terre-Neuve, on est en Méditerranée, on est à Zanzibar, Madame Adélaïde, le dentiste de Madame Adélaïde est à Trieste.
voilà, un pyjama, c'est pas une... Un pyjama, c'est une chose assez drôle, hein. Enfin, c'est intéressant. C'est un drôle de mot, d'ailleurs, pyjama. C'est pas un mot, c'est un mot d'origine asiatique, hein, je crois, le pyjama. Cet Y, c'est pas français du tout. C'est pas un mot français, hein, pyjama. Donc, il y a cette drôlerie, il y a quand même cette étrangeté du mot. Mais enfin, un pyjama, c'est pas drôle. Mais alors qu'un bateau s'appelle le pyjama, c'est la croisière du pyjama. Alors, lorsque d'ailleurs, lorsque je commence à introduire cette histoire, et je le fais par le biais des lingères, pour elle, le pyjama, c'est pas le bateau, c'est pas le nom du bateau, c'est le fameux accessoire vestimentaire que chaque nuit, on installe sur un lit, etc. Et alors, il y en a, à un moment donné, il y en a une qui joue, qui fait pas bien son travail. Elle a tordu le pyjama, etc. Et pour d'autres, il est une espèce de... Il est un être... Il est un talisman du monde, pour certaines lingères. Elles croient que sur les dessins qui ornent le pyjama, c'est un pyjama classique avec des brandebourgs et puis des arabesques. Elles essayent de déchiffrer ici le message qui va sauver l'humanité, par exemple. Et puis il y a un coiffeur, Arturo, qui a encore compliqué tout ça, puisque lui, il appelle le pyjama il duce. Et donc il y a toutes, alors il y a des lingères pour lesquelles c'est il duce. Alors il n'y a pas, aucune n'a assez de connaissances historiques pour penser que c'est Mussolini. Le lecteur, lui, certainement, évidemment, le pensera un moment. Mais c'est le doux. Elle pense que c'est le doux, le grand doux. Donc il y a tout ça, il y a des mythes. Je réinvente les mythes. Je fais ça aussi dans l'œuvre des mères. Il y a du magique, il y a de la... oui, il y a presque du fantastique. Chose en principe interdite de nos jours. Encore que ça revient, je pense. Tous les thèmes... j'ai des thèmes tragiques dans mon œuvre. La mort de ma mère, les morts. Là, c'est... Non, il n'y a rien de cela, il me semble. Hein. Il y a des menaces, il y a des... c'est la caricature plutôt, il me semble, qui prend le dessus. Et la fin, elle est purement théâtrale. Le petit troll Écrépitus retrouve la jeune demoiselle, il la sauve, il finit par ça. Il me semble que le couple du troll et de Crépitus est émouvant, je crois. Parce qu'ils sont à la fois, ils sont dotés de pouvoirs que les humains n'ont pas, mais en même temps ils souffrent terriblement des odeurs de l'essence, par exemple, et du monde moderne. Ils sont pas dans le monde moderne. Et ils craignent d'ailleurs d'être invraisemblables. Ça dépend de Bormann. Il faut qu'il soit suffisamment fort en écriture pour les faire tenir debout, en dépit de l'invraisemblance qu'est la rencontre. C'est plus que la rencontre sur une table d'opération du fer à repasser et de machin. Là, il y a des êtres humains, puis il y a des... Cela dit, après tout, dans les films aujourd'hui, il y a des êtres qui ne sont pas des êtres humains, donc je suis un petit peu influencé par ça. Il y a très longtemps, j'ai beaucoup aimé une certaine littérature fantastique, américaine en particulier, et puis j'ai énormément aimé Borges. Et il y a peut-être un petit peu... Enfin... Une seconde. D'ailleurs, il n'a pas de pyjama. Le mot pyjama n'existe